Blog Talk Radio. Ya ya ya, jeunes gens, enfants de la jungle urbaine, soyez témoins de ce qui provient du fin fond de l'original underground. Yao, le soleil se lève dans ton esprit, les afro-terroristes du verbe ont encore sévi, les pâles imitations ont tout le cœur qui palpite. Afro-excellent black music. Diaspora unie par le rythme du heartbeat, le swag original, man analysé en équipe. Pour contre l'ignorance, on a pris des mesures drastiques. Afro-excellent black music. À l'heure où sont trop nombreux ceux qui se travestissent, on reprend ce qui est à nous, les frères et sœurs s'investissent. Mon orgasme radiophonique, crois-moi les jaloux tactiques. Afro-excellent black music. Afro-excellent, bonjour. On va commencer par une petite chose. Vous voyez, c'est le dimanche et donc Sabinouche a voulu dédicacer évidemment l'émission Afro-excellent Black Music, mais c'est Afro-excellent géopolitique ce soir. Donc Sabrina, si possible, balance-nous le générique qui convient, s'il te plaît. Merci. Je reste un seul en ombre ou en solo. Comme la mort sur la vie, j'aurai toujours le dernier mot. Si tu me dis oui, je te dirai non avec le sourire. Si tu veux que je baisse les yeux, tu peux toujours courir, plutôt mourir. De ma dignité, les vautours pourront se nourrir. J'ai l'assurance de Malcolm, le charisme de Khalid, la persuasion de Kémy, ceux qui le savent le valident. Je te regarde droit dans les yeux si tu le fais de travers. Toujours prêt pour un pas de fer, j'ai déjà mon coude sur la table. Une chose à ne pas faire, douter de ce dont je suis capable. Je suis le seul parmi des milliards. Je suis. Eh ben en passant, on passe le gros big up à ceux qui devaient animer l'émission aujourd'hui. Donc c'est Afro-excellent Black Music que nous avons remplacé exceptionnellement, comme vous l'avez compris, parce que l'émission d'aujourd'hui est chargée, ça s'en souffre. Et évidemment, comme vous le savez, quand les afro-dissidents parlent, l'oligarchie souffre. Ce soir, on va être dans le, non pas spectaculaire, en gratuitement parlant, on va être dans le contenu intellectuel, on va être dans le contenu dissident, on va être dans le contenu politique, historique. Pas d'adoration, pas d'agiographie chez nous. Je me souviens que quand j'ai énoncé qu'on allait effectuer une émission de légende avec un invité prestigieux, certains frères et certains systèmes m'ont écrit en me demandant « Kémy, c'est qui va être invité? Dis-nous, Chris Brown ?» Non, quand on dit prestigieux, quand on dit qu'il y a du contenu, on parle évidemment du côté des résistants, on parle pas du côté forcément des musiciens en tant que tels. Et Fred Hampton Jr., vous aurez l'occasion, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'en savoir un peu plus tout à l'heure. C'est le fils de quelqu'un de grand, de géant, quelqu'un qui fait partie en tout cas de nos figures, je ne vais pas dire tutélaires, mais en tout cas ça a été l'un des héros, moi à titre personnel, lorsque j'ai commencé à me former politiquement, lorsque j'étais jeune, quelqu'un qui a eu un destin tragique. Et pourquoi Fred Hampton Jr. nous touche? Non pas parce qu'on l'idolâtre, je veux dire, nous on fait ce qu'on a à faire de notre côté, c'est extrêmement difficile de notre côté, ce qu'il fait de son côté est profond aussi, et est difficile, mais on a chacun nos difficultés, donc au rang on en est, je vous le dis franchement, on n'est pas là à idolâtrer ou admirer qui que ce soit. Par contre, ce qui est touchant dans la démarche de ce frère, c'est que Fred Hampton Jr. fait partie de ces rares fils d'eux qui ont été dans une démarche de prolonger le logos de leur padre, de prolonger le combat de leurs parents. C'est tellement rare que ça mérite, je pense, un rappel, une confirmation qui est qu'il existe encore des gens qui, lorsque le fruit tombe de l'arbre, il ne tombe pas à côté de l'arbre, il tombe dans la zone d'implantation de l'arbre en tant que tel. C'est le cas de ce frère Fred Hampton Jr. qui effectue un travail extrêmement honorable. On aura l'occasion de parler avec lui ce soir d'un certain nombre d'éléments par rapport à l'activisme noir. C'est toujours bien de partager, d'échanger les réflexions, et je le dis encore une fois, il y a un mal aussi qu'il faut à mon sens gommer, qui est que dès qu'on parle de nos frères aux États-Unis, moi je suis aussi très sélectif, tout le monde, ouais c'est génial, c'est content. Non, il y a du bien, il y a du beaucoup moins bien aux États-Unis sur le terrain de l'activisme, et les frères aux États-Unis ont aussi besoin d'apprendre du panafricanisme sur le terrain continental ou sur le terrain même diasporique, et vice-versa. Nous avons aussi besoin d'avoir des clés de compréhension, des clés d'intégration sur le terrain de la réflexion par rapport justement à la manière dont ils ont été capables de mettre en place un certain nombre de choses pour résister, tout en sachant qu'aujourd'hui, je veux dire qu'en termes de quenelle, malheureusement du côté des États-Unis, notre peuple, parce que les nôtres là-bas, comme le disait justement El Hadji Omowale ou Dr Khalid Mohamed, ou comme l'enseigne l'honorable ministre Louis
Farrakhan, d'accord? Évidemment que notre peuple aux États-Unis est le même que celui qui se trouve à différents endroits, même si certains veulent essayer de monter les uns contre les autres. Donc le programme aujourd'hui est simple, hein, on va commencer par justement une analyse sur la tentative de récupération des gauchistes, de ce qu'on va même appeler les bobos blancs. Les bobos blancs, gauchistes de temps à autre, quand ils le veulent, gauchistes dans la forme mais racistes dans le fond, c'est ça le plus important. Les vrais racistes c'est eux, pas ceux qu'ils accusent justement d'être racistes parce qu'ils sont dans un cadre d'être dans le entre guillemets séparatisme. On aura l'occasion de parler de ça, pas un séparatisme au sens de conflit des civilisations, mais un séparatisme au sens d'auto-organisation et d'auto-responsabilisation. En tout cas, on remercie pour commencer les sponsors parce que sinon vous me connaissez, je suis parti, je suis lancé, j'étais pas là la semaine dernière justement à cause de très, je pourrais m'arrêter mais je vais continuer, très grosse surprise que vous allez goûter incessamment sous peu et qui vous feront comprendre, mes frères et sœurs. Là, c'est pas un effet d'annonce ou quoi que ce soit, c'est du concret. Voilà, c'est par rapport à une démarche qui est celle du bouquin. Je ne veux pas en dire trop, sinon ça ne sera plus une surprise, mais je vous le dis, vous allez être touchés, vous allez être heureux. Ceux qui nous suivent depuis un certain temps, c'est pour vous que nous faisons tout cela. Et je pense que vos efforts ont porté leurs fruits par rapport au contenu que nous avons acquis. On aura l'occasion d'en parler prochainement, c'est pour ça que j'étais justement en déplacement la dernière fois, la semaine dernière, et ça va continuer durant peut-être encore quelques jours lors des temps prochains, on aura l'occasion d'y revenir. De toute façon, l'équipe est là, quand je ne suis pas là, j'ai mon armada qui est présente. D'ailleurs, passe la paix à un certain Manjap, beau gosse, beau mec, tête de le mec du Camer. Est-ce que tu es là, Manjap? Au top, frérot. Mon frère Manjap est là, toujours présent, un dimanche, très heureux d'être avec les auditeurs, il est présent, il est prêt mon frère. Parfait mon frère, ce soir tu veux nous parler de Mr. Robert Mugabe, donc on aura l'occasion d'avoir ta réflexion toujours corrosive à ce sujet. Merci. Est-ce qu'on a une certaine Charifouche, aka Orpha, la petite protégée de l'émission? Yes, je suis là, au top tout le monde, bonjour tout le monde, effectivement je suis là toujours au top, un bon petit dimanche ensemble, ça fait plaisir, et puis moi, ma chronique ce sera donc sur le tourisme de la famine. Très bien la famille, génial. Et on finit, il y a Sabinouche, je l'ai entendu tout à l'heure, Sabinouche, mais comme elle a voulu booster l'émission en France selon Black Music, eh ben je lui fais la tête et je lui passe pas le big up, je lui passe pas le salam, on fait la rageux, non je rigole. Ça va Sabinouche ou quoi? Allô? Oui, ça va. Ok, on est content d'avoir la madre à l'antenne. Et in fine, on termine par Black PPDA. Est-ce que tu es là, monsieur? Oui, salut mon frère, salam les frères, bonjour auditeurs, auditrices. C'est pas un dimanche à Bamako, mais c'est un dimanche à la radio Afro Insolent, content de tous vous avoir aidé. Le frère est chaud, ça sont les alocos. Ici, ça sont les alocos, pas les marrons chauds. Voilà, les choses sont dites. Je remercie rapidement les sponsors, même si vous connaissez maintenant la rubrique. C'est pour ça qu'on vous donne directement le lien du site. De toute façon, c'est le lien qui est le plus visité, d'accord? Sur kemi-seba.com, vous êtes dans la rubrique Afro Insolent Radio. Vous avez tous nos sponsors qui nous aident profondément les uns et les autres. African Mosaic, Anzar Illustration, Endout.com, Noir et Fier, marque que je porte sur mon ADN, marque que je porte sur ma couleur de peau, d'accord, Égalité Réconciliation, Gris News, Claire Yvandré, l'entreprise de référence sur le terrain des cours particuliers, notre plus gros sponsor, ceux que je vous demande de rencontrer, ceux que je vous demande de soutenir. Si vous avez des enfants et que vous voulez que ces derniers puissent être suivis, puissent être protégés sur le terrain des acquis, sur le terrain du savoir, c'est le moment de les booster. C'est comme ça qu'on avance, c'est comme ça que les choses se font. C'est à vous de savoir si vous voulez que vos rejetons puissent avoir une belle éducation à des prix qui défient toute concurrence, évidemment. RHR, Héroïne d'Afrique Magazine, Black Panther Center, Dictacratie, le librepenseur.org, Convergence FM, radio dans laquelle j'ai fait mes débuts, d'accord, et enfin, Negro News de Régis Moutombo. Les choses sont dites, après vous creusez pour les sponsors, je pense que ça a le mérite d'être clair, et je vous le dis, ça va chauffer today, c'est le moment. On va commencer par passer
un premier son avant le journal de Soussou, si vous le permettez, d'accord, pur produit d'Afrique, donc PPDA. Voilà, on va passer un premier son qui, moi, voilà, me touche évidemment. C'est le son de quelqu'un dont, évidemment, on va pas encore refaire une chronique dessus. J'ai décidé qu'on arrêtait de trop parler du rap, sinon ça pouvait donner une mauvaise compréhension de notre démarche. Non pas parce qu'on l'aime pas, on aime le rap, contrairement à certains abrutis qui veulent tirer dessus, ça c'est leur problème. Mais on aime le rap. Nous, à titre personnel, on le dit. Après, il y a de tout dedans. C'est une musique. Ceux qui prennent cette musique comme une prophétie ou qui pensent que ce sont des prophètes qui sont dedans sont des gens qui sont des malades mentaux, évidemment. Mais c'est une musique qui nous détend, c'est une musique qui parfois nous sert de défouloir. C'est pas parce que je vais voir quelqu'un tirer avec un gun dans le clip que je vais sortir avec un gun. Enfin bref, les choses sont évidemment un peu plus complexes que ça intellectuellement parlant, mais il n'en demeure pas moins que voilà, il y a un frère dont on parle, dont sur lequel les gens essaient de tirer beaucoup en ce moment, vous le connaissez, quelqu'un dont on essaie de railler ou dont son clash récent avec les autres que vous connaissez, etc. Exactement, B2O, BA. Comme toujours, on ne va pas redire la même chose. Une chose est certaine, c'est que ce dernier provoque la haine et l'hystérie des autres parce qu'il est le meilleur dans son domaine. Vous le savez, c'est quelqu'un qui a du vécu dans son domaine, c'est quelqu'un qui a une connaissance de cette musique, c'est quelqu'un qui a un amour de sa culture, c'est quelqu'un qui ne joue pas le rappeur conscient, contrairement à d'autres. Hein. Il ne joue pas le rappeur conscient, mais pourtant il est bien plus sapiant sur le terrain de l'aide véridique à son continent. Il n'y va pas quand tout le monde dit qu'il faut y aller, il n'aide pas un continent quand tout le monde dit qu'il faut l'aider. C'est quelqu'un d'un petit peu plus profond que l'image superficielle qu'il dégage. Et je vous le dis comme je le pense, c'est un négro, peut-être clair, mais il est plus foncé dans le cœur que beaucoup de négros bleus qui en réalité ont des bleus sur le terrain de la connaissance de soi parce qu'ils ont complètement tout oublié, là où ce dernier s'est enraciné dès son plus jeune âge dans la culture noire, comprennent qu'il pourra se arrêter dans une logique du nègre fondamental. Je dirais que ce dernier est un nègre autodéterminé, passe-nous Booba, c'est fœtus dans lequel il résume pas mal sa pensée, et moi sa musique m'intéresse. Après je ne le prends pas pour un prophète, contrairement à ce que certains abrutis comprendront. C'est un musicien de génie. Certains m'ont dit certains ont dit à Booba, ne te rapproche pas de ce nazi noir parce que voilà, tu n'as rien à voir avec lui. Je dirais que si Kémy Séba est un nazi, Kémy Séba écoute du Booba comme Hitler, écoutez du Wagner, comprenne qu'il pourra, balance fœtus, c'est parti.
Afro-insolent, oui, je le dis, évidemment, je l'ai dit, Kémy Seba, écoute du Booba comme Hitler, écoutez du Wagner, je ne suis pas Hitler, Booba n'est pas Wagner, c'est juste pour vous dire, si vous me traitez de nazi, ça ne m'empêchera pas d'écouter qui j'ai envie, chers amis, voilà, les choses sont dites à ce sujet-là, et ça ne me transforme pas en personne ayant, je sais pas quoi, le QI d'une personne de Skyrock ou quoi que ce soit. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas, des jeunesses que vous ne comprenez pas. Voilà, on peut parler d'idéal juif, en tout cas des oligarques par rapport au rap français de manière générale, et faire le distinguo entre ça et ceux qui ne prennent pas des postures conscientes, mais qui véhiculent des messages beaucoup plus profonds que vous ne pouvez l'imaginer. Bref, on ne va pas planter notre décor à notre maison sur ce sujet. On est là pour parler d'un sujet un peu plus intense et politique en réalité, en l'occurrence celui de la tentative de récupération de ce que j'appellerais les bobos blancs. On a dit gauchistes blancs, en réalité ça va même plus loin que ça va jusqu'aux bobos blancs. En France on a la déclinaison, on a les bobos du quartier latin, on a les Besancenot, les facteurs révolutionnaires évidemment, hein, on a un certain nombre de personnes, les écologistes de la pensée, les écologistes aussi de l'amitié des peuples, soi-disant, sur ce terrain-là. On a les antifascistes qui sont, là encore une fois, une autre extension de cette matrice historique, caricaturale et manipulatrice. On a les antiracistes, SOS Racisme et compagnie. On peut continuer longtemps dessus, mais Sabrina me dit, est-ce que les Panaf News, c'est après la chronique de KS, c'est quoi, on lance le truc et on mettra rapidement, de toute façon, les Panaf News, s'il le faut, soit après cette chronique-là, ou juste avant Fred Hampton Jr. Je sais pas ce que tu en dis, Soussou, qu'est-ce que tu proposes? Dis-moi. Je suis lancé, tu me connais, donc qu'est-ce que t'en penses, Sora? Ah, vu que t'es parti, mon frère, continue, y a pas de souci. Hein. On y va, on est parti, les gros. On est parti. Et après, de toute façon, on place les Panaf News à soit la moitié de l'émission, juste après celle-ci. En tout cas, voilà. Donc, cette déclinaison-là, on la retrouve aux États-Unis. J'ai envie de dire que la manière dont le jeu politique est départagé est beaucoup plus synthétique et nous permet de beaucoup moins nous perdre. Il y a différentes appellations, différentes réflexions, différentes projections qui sont données justement sur cette situation des bobos en col blanc, des bobos blancs, des amis des noirs, des amis des blacks. Oui, nous on aime bien les blacks. Vous savez, en France, c'est Julien Drey qui tenait ce genre de propos. Oui, les blacks ils savent danser, ils ont le rythme dans la peau. Mais les blacks ils savent rapper, mais les blacks ils savent taper dans un ballon, etc., etc. Les blacks ils ont droit aussi d'avoir l'égalité. Ils ont droit aussi de forniquer avec les femmes blanches. Ils ont droit d'aller en boîte de nuit comme nous, etc. En fait, ils nous voient un petit peu comme leurs toutous noirs ou leurs caniches noires, c'est selon. C'est Médor Sissoko, hein, d'accord, ou c'est Rantanplan Aboubacar, si vous voyez ce que je veux dire. C'est leur réflexion. Aux États-Unis, on parle lorsqu'on est dans le milieu du black nationalisme, que je connais très bien pour diverses raisons. Vous aurez l'occasion de le comprendre en lisant mon livre qui sortira prochainement. Je ne donne pas la date tout de suite, d'accord. C'est justement la réflexion par rapport à ce qu'on appelle les white liberals, donc les libéraux blancs. Alors, la définition des libéraux blancs aux États-Unis n'est pas exactement la même, comme je l'ai dit, des libéraux qu'on retrouve en France, mais en tout cas, ils sont sur le terrain de l'avancement des libertés individuelles et surtout souvent des libertés par rapport aux prétendues minorités. Alors, ils vous mettent tout le monde dans le même sac, des minorités homosexuelles, la minorité noire qui n'est minorité qu'aux États-Unis, mais qui est majoritaire sur l'ensemble du globe par rapport aux petits wasps caucasiens et surtout aux oligarques juifs qui sont au-dessus, comprennent qui pourra. Mais en tout cas, bref, ils sont toujours dans cette démarche d'aider les minorités. Ils sont toujours dans cette démarche de promouvoir le culte de la repentance. Mais de la repentance des wasps, d'accord, vis-à-vis des noirs, mais pas de la repentance des oligarques juifs, qui eux sont les premiers à la base tirer un bénéfice de cette réalité. Et je vais vous demander d'écouter attentivement ce petit passage. Il n'est pas très long, du moins c'est ce que je vais vous lire, parce qu'on ne va pas vous passer l'extrait, sinon pour ceux qui ne sont pas anglophones, vous ne comprendrez pas la réflexion, mais elle est tellement, comment expliquer, elle est tellement synthétique que je pense qu'elle mérite, alors attendez, parce que Kémy est tellement un gros malin que je ne suis pas sûr qu'il ait enregistré cela. Et c'était une réflexion, soit dit en passant, assez intéressante parce qu'elle était justement de Malcolm X. Elle était de Malcolm X sur un terrain qui me paraît, moi, je pense qu'en réalité tout le monde est présent, sera partant dans cette situation. Elle est assez dure, extrêmement dure par rapport à la réflexion de ces justement bobos en col blanc qu'on appelle white liberals aux États-Unis. Donc le libéral blanc, on peut traduire par le bobo blanc, diffère du conservateur blanc uniquement sur une seule voie.
Le libéral blanc est beaucoup plus hypocrite que le conservateur, d'accord? Les deux veulent le pouvoir, aussi bien les libéraux blancs que les conservateurs. Donc quand on parle des conservateurs, ça va être l'équivalent de la droite, l'UMP aux États-Unis, alors que les libéraux, ça va être le Parti démocrate, mais même l'extension, pas simplement les démocrates, ça peut aller beaucoup plus loin. On reprend aussi ceux qui ont des tendances un peu plus gauchisantes. C'est-à-dire que Besançon aurait largement sa place dans la description des libéraux blancs en tant que tel. Donc ces deux tendances, que ce soit les libéraux ou les conservateurs, veulent le pouvoir. Mais le libéral blanc a une vision d'avance, a une longueur d'avance sur le conservateur. C'est-à-dire que le libéral blanc est celui qui a parfaitement compris l'art et la nécessité de poser en tant qu'ami des Noirs, et d'ailleurs par la suite, in fine, en tant que bénéficiaire. En gagnant son amitié, en gagnant son allégeance, le support du Noir, le libéral blanc est capable d'user du Noir comme du ballon dans ce jeu politique, dans ce match de football politique, d'accord, qui est constamment engagé entre les libéraux et les conservateurs. L'homme noir, le vote noir, l'amitié du noir, la manipulation du noir, le fait de se comporter comme ceux qui sont là pour aider les noirs enlève la volonté aux noirs d'être dans cette démarche justement de s'auto-responsabiliser, de s'auto-définir. Il finit toujours par croire qu'il y a possibilité d'être dans une voie d'intégration, dans une voie d'assimilation. Et la démarche donc qui est intéressante, lorsqu'on leur propose, lorsqu'on leur parle justement, lorsqu'on parle des libéraux blancs par rapport aux noirs, ils sont toujours dans cette spécificité de promouvoir les fausses promesses d'intégration et de droits civiques. Ce jeu profite uniquement, comme on l'a dit, d'accord, ce jeu d'exploitation du noir, notamment aux États-Unis, donc on parle du cadre d'une vision black nationaliste par rapport aux libéraux blancs, d'accord, profite uniquement aux libéraux qui, en gagnant cette collaboration avec les leaders noirs des droits civiques, permettent que ceux qui suivent les leaders noirs des droits civiques, en France, on a l'équivalent, je veux dire qu'il n'y a pas de leader noir des droits civiques, mais on a une nouvelle tendance. Si vous voulez avoir une corollaire, d'accord, une parabole, excusez-moi, on a une nouvelle tendance de ces noirs qui vont mendier, je ne vais pas citer de nom parce que je dois aussi promouvoir l'unité, mais je ne suis pas dans une démarche de promouvoir l'unité avec n'importe qui non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que tu es noir que je vais être systématiquement avec toi. Si quelqu'un organise la Black Gay Pride, je ne vais pas venir me faire, excusez-moi, sodomiser pour vous montrer, sodomiser par mes frères pour vous montrer que je suis pour l'unité à partir du moment où quelqu'un est noir. Quelqu'un peut être noir, je peux ne rien avoir à faire avec lui. Sassou Nguesso est noir, je peux ne rien avoir à faire avec lui. Et cette voix, on peut la répéter à l'infini. Donc, cette coopération, justement, des leaders des droits civiques noirs avec les libéraux blancs, avec les bobos blancs, permet que ceux qui suivent ces leaders des droits civiques noirs, d'accord, puissent voter pour les bobos blancs à la période des élections. On l'a vu, bobo blanc en France, ça donne quoi? Ça donne le Parti socialiste. On essaye de faire toujours cette parabole avec la France, États-Unis, monde francophone États-Unis. Ça donne le vote pour François Hollande. Ça donne l'adoration de personnalités comme Monsieur Mélenchon, qui serait considéré comme un libéral aux États-Unis, un white libéral, faut le savoir. Et donc ces leaders-là sont satisfaits des victoires que leur donnent, que leur procurent soi-disant les libéraux blancs, en les présentant comme les militants de la cause noire, les réels. On a en France le cas avec, je n'ai rien contre Rokhaya, je ne vais pas être instrumentalisé par qui que ce soit pour tirer dessus, c'est une sœur, mais voilà, je veux dire qu'une sœur qui ne s'attaque jamais à l'oligarque, je dis que soit elle fait fausse route, et dans ce cas, il faut qu'elle soit conscientisée, et on serait touché de la conscientiser, soit elle sait pertinemment ce qu'elle fait, et dans ce cas, elle est beaucoup plus dangereuse, même si, bon, je veux dire qu'elle n'est pas suivie par des milliards de gens suivis pour ces manifestations, mais elle est beaucoup plus dangereuse parce qu'elle est poussée par ces mêmes oligarques qui sont les premiers à condamner les véritables résistants noirs que vous connaissez, que ce soit moi d'un côté et Dieudonné de l'autre, et cette personne-là, et ceux qui sont avec elle, sont des gens qui font le jeu des oligarques, qui ne sont jamais condamnés pour dénonciation, parce qu'on peut condamner une scène. Certains, si vous voyez les guignols de l'info, vous allez tirer sur les guignols de l'info. Et puis celui qui est plus malin comprend que le plus dangereux, c'est celui qui manipule justement ces marionnettes-là. C'est celui qui écrit le script. Nous battons contre ceux qui écrivent le script, alors que d'autres veulent simplement que la marionnette qui a dit des bêtises soit remplacée. Ce n'est pas un jeu dans lequel nous on veut s'installer. Et donc, pour revenir à ces libéraux blancs, ces bobos blancs, ces amis-là, ceux qui sont tout simplement les oligarques, dont on ne peut pas donner la confession, si tant est qu'ils aient véritablement une confession spirituelle ou autre, je le dis, je le répète, faites attention par rapport à leurs réflexions. Des gens comme Malcolm avaient largement compris, avaient largement défini le côté dangereux, exécrable de ces gens-là, et il disait qu'il fallait, même après son pèlerinage à la Mecque, parce que c'est des choses qu'on ne dit pas, qu'il se méfiait dangereusement, justement, de ces libéraux blancs
qui étaient beaucoup plus hypocrites, qui parlaient de droit dans l'Amérique du Nord, qui parlaient du droit des Noirs, et qui en réalité étaient les premiers à les escroquer, les entuber, et qu'il était nécessaire pour les Noirs de s'autodéterminer, quelle que soit leur religion. Là, encore une fois, pour ceux qui veulent faire croire qu'après son pèlerinage à la Mecque, Malcolm a arrêté de parler de communauté noire. Non, non, il y avait une organisation qui s'appelait Black National, qui était l'organisation d'unité afro-américaine, une organisation nationaliste noire. C'est toujours intéressant à savoir, à rappeler. Si vous ne maîtrisez pas cette réalité, je vous encourage à lire précisément un communiqué dont on a évidemment un petit peu digressé pour permettre de faire une parabole, créer un parallèle entre la situation dans la sphère francophone et la sphère américaine. Donc, ces bobos blancs, ces white liberals, ces gauchistes blancs, on les trouve aussi, notamment, évidemment, lorsqu'il y a eu la période des Black Panthers, avec quelqu'un comme Stokely Carmichael, ou des gens comme Earl Anthony, qui ont condamné violemment la tentative de rapprochement de certains libéraux blancs, de certains bobos blancs, de certains gauchistes blancs, entre guillemets, d'accord, avec la lutte pour le droit des Noirs. Parce que ces gens-là ne veulent pas que les Noirs s'organisent seuls. Ces gens-là ne veulent pas que les Noirs s'autodéterminent. Ces gens-là ne veulent pas que les Noirs s'autodéterminent économiquement. Pourquoi ne veulent-ils pas que les Noirs s'organisent économiquement parlant? Parce que les libéraux blancs sont ceux qui sont les propriétaires, généralement, pendant que les militants noirs et la communauté noire est constituée de locataires. Et donc, ils ne veulent plus que les Noirs arrêtent de payer leur loyer, arrêtent de se faire escroquer, arrêtent de se faire entuber, et puissent regarder véritablement qui ne cesse de les exploiter. Ils se verront que ceux qui se présentent comme leurs meilleurs amis sont en réalité leurs meilleurs ennemis. Et c'est ça que les libéraux blancs ne veulent pas, d'où leur volonté toujours de se rapprocher violemment, d'accord, de cette réflexion, de ce combat par rapport à la situation d'autodétermination, d'anti-victimisation des Noirs de manière générale. Et on retrouve la même chose. Je vous le dis comme je le pense, on retrouve la même chose en France. Lorsque vous voyez des personnes, j'ai été choqué de voir un article d'un certain Laurent David Samana, ou Samama, je crois, des Inrecuptibles. Bon, comme son nom l'indique, il n'est pas du Nigeria, d'accord, ni du Burkina Faso de Sankara, Laurent David, et qui a un regard extrêmement bienveillant sur les revendications de cette noirgeoisie politique, d'accord. On ne parle pas simplement d'un cadre social, mais de cette noirgeoisie politique, de mes sœurs, Sonia Roland, Rokhaya Diallo, Aïssa Maïga, des personnes qui vont, jusqu'à preuve du contraire, que j'apprécie. Aïssa Maïga est très talentueuse dans le cinéma, objectivement. Je déplore juste malheureusement qu'elles soient dans une démarche de gagner des trophées en se spécialisant un petit peu comme l'a fait Alberi dans des scènes quasiment nues avec des caucasiens. Je pense qu'il y a un meilleur projet pour elle et qu'elle mérite en réalité bien mieux que ça, même si c'est la mode. On a Kerry Washington aux États-Unis, c'est la mode de prendre nos reines, des sœurs magnifiques comme Aïssa Maïga, et de les plonger dans le lit de personnes qui ne sont pas forcément spécifiquement parlant nos amis. Mais bon, c'est accepté, c'est comme ça. Donc ces dernières-là ne sont pas 24/7 dans la démarche du droit des Noirs, mais lorsque l'oligarque veut pointer ou transformer la lutte d'indépendance réelle, anticolonialisme réel, et non pas une lutte de choc des civilisations, non pas une lutte à version act up, vous savez, ces minorités ou les panthères roses qui vont mettre des opérations coup de poing en mode victime contre le racisme brutal, c'est-à-dire qu'ils ne regardent que la branche du racisme, mais pas la racine. Ils ne peuvent pas s'attaquer à la racine, puisque la racine, c'est ceux qui sont les propriétaires de cette racine du racisme, sont ceux qui sont les derniers à leur verser les chèques à la fin du mois. Eh bien, les Laurent David Samana, ces oligarques-là, ces bobos-là, ces white liberals qu'on trouve objectivement aujourd'hui dans la sphère francophone, sont les premiers à faire la promotion d'actions qui visent à nous transformer en minorité plaintive, victimaire, qui copie le culte shoatique sur le terrain de la réflexion identitaire, et au lieu d'être dans une démarche d'indépendance, de séparation réelle vis-à-vis des oligarques, vis-à-vis des marionnettistes, pour qu'on ne soit plus des marionnettes et pour qu'on soit des êtres dotés de raison, on trouve ces mêmes réalités-là. Il y a une complaisance extraordinaire de ces mêmes qui sont les premiers à vilipender les véritables dissidents, et vous verrez, vous allez voir d'ici peu de temps à quel point ce qu'on dit est gravé dans la sphère de la vérité. Vous le voyez avec Dieudonné, partout où il voyage ces derniers temps. Vous allez voir d'ici peu de temps, à la sortie de mon ouvrage, c'est pas une prophétie que je vous dis, mais parce que je sais comment les choses vont se passer, on est en train de les organiser et je sais comment ça va se passer. Méditez dessus, réfléchissez dessus. Ces gens-là n'ont jamais voulu notre bien, et c'est pour ça que je préfère bien souvent, ça choque quand je dis ça. Je sais que la nouvelle génération sont plus âgés que moi, mais cette génération de militants bobos noirs, de la noirgeoisie, etc., bon voilà, ils vont vous dire, Kémy Séba, il parle avec les nationalistes blancs, il parle avec Soral, il parle avec l'extrême droite ou je ne sais trop quoi. Oui, mais la seule différence, c'est quoi? C'est que ces gens-là, je ne crois pas, et je ne me suis pas levé un jour en me disant, je pense que Soral
est, comment dirais-je, l'ami des Noirs. J'ai jamais dit qu'il était l'ami des Noirs. Pour moi, il ne l'est pas. C'est quelqu'un qui se bat pour son peuple. Et au moins, je me dis que quand il se bat pour son peuple, il ne va pas essayer de manipuler le mien. Et ceux qui se laissent manipuler par Soros sont des gens qui sont des ignorants. Je vous le dis comme je le pense. Voilà, c'est leur problème. Il se bat pour les siens et c'est ça que je respecte. Quand il commence à parler de l'Afrique avec Bernard Lugan, je lui ris au nez, je ne le prends pas au sérieux. C'est ma réflexion. Et je le dis là encore une fois, comme je le pense, que ça plaise ou pas. Mais je préfère un homme comme Soral, qui se bat pour les siens et qui, objectivement parlant, je sais que je ne lui confierai pas la direction d'un pays africain, de toute façon c'est pas ce qu'il veut non plus, plutôt que les amis spécifiques des Noirs qui depuis les années 80, c'est pas les Soraliens et les gens d'extrême droite qui ont colonisé idéologiquement dans ce culte victimaire les Noirs dans les banlieues, comme ils l'ont fait avec la NAACP aux États-Unis, comme ils l'ont fait avec un certain nombre de structures soi-disant antiracistes tenues justement par ces white liberals là. Je vous dis, méfiez-vous. Gardons réflexion, sans quoi on risque de se perdre définitivement dans une destruction des identités, dans une babylonisation des nations. Et ça serait le rêve de l'oligarchie, le rêve du mondialisme et surtout le cauchemar des véritables dissidents, des véritables résistants. Observez ce qui se passe parce que les marionnettes d'hier sont les mêmes que les marionnettes d'aujourd'hui. Je vous dis comme je le pense, des gens qu'on vous propulse comme des militants de la cause noire, alors qu'ils touchent des chèques blancs, si vous voyez ce que je veux dire. Nous, on est dans une démarche de dissidents, dans une démarche de résistants contre l'oligarchie qui veut nous briser, qui veut nous perdre dans ce melting pot organisé, forcé. On n'est pas dans cette règle qui consiste à dire que c'est United Color of bande de cons ou Benetton. On veut être dans le United Color of dissidents. Chacun s'organise, organise sa partition, après quoi on fera un concert ensemble s'il le faut pour vaincre l'oligarchie d'Occident. Voilà, les choses sont dites à ce sujet. On a essayé d'être un minimum synthétique. Maintenant, c'est le moment de faire les choses. Il y a le temps de ta chronique et d'un petit son avant que ce soit OK. Donc, maintenant, Sabinou, c'est à qui? C'est à qui? Alors, c'est à Soura, là, maintenant. C'est les Pan-African News. Pan-African News, c'est parti, Soussou. C'est parti, Pan-African News du dimanche 17 mars. Le site burundais Radio Insangarino nous apprenait lundi que l'ancien maire de la capitale de Bujumbura vient d'être arrêté et conduit derrière les barreaux. C'était vers 17h donc que ce lundi, Evra Diwaswa, devenu depuis le directeur général d'Air Burundi, a été embarqué vers la prison centrale de Mbimpa à bord d'un véhicule du ministère de la Justice et accompagné par un autre véhicule de police. Selon un mandat d'arrêt, Diwaswa est accusé de pratiquer le sport préféré de l'élite dirigeante en Afrique et à travers le monde, à savoir la fraude, la concussion et la prise illégale d'intérêt. Il vient d'être arrêté donc par la commission d'enquête sur l'incendie du marché de Bujumbura qui a pris feu le 27 janvier 2013 dernier. L'infraction est prévue par le code pénal burundais dans ses articles 437, 430 et 440. Il risque une peine de plus de 5 ans de prison ferme. Diwaswa, Evrard de son prénom, qui venait de recevoir le mandat d'arrêt, avait même refusé de quitter le tribunal pour entrer dans le véhicule qui l'attendait derrière le parquet de la capitale. C'est tout de même vers 17h qu'il a été conduit dans la maison d'arrêt de détention, vêtu de son bel ensemble noir, surmonté d'une belle veste blanche, portant une petite chaînette, une magnifique montre, qui lui seront certainement très utiles dans les prisons africaines qui dénotent pour leur confort. Togo, les femmes en première ligne de la contestation du pouvoir de Faure Gnassingbé. Au Togo, ça a toujours été comme ça. Quand il y a une lutte, ce sont toujours les femmes qui prennent les devants. Ce n'est pas une nouveauté, nous apprend l'avocate Isabelle Amengavi. Membre du bureau de l'Alliance nationale pour le changement, elle est une des animatrices de la contestation au pouvoir du président Faure Gnassingbé qui a succédé à son père en 2005. La souffrance est telle aujourd'hui que les femmes n'en peuvent plus, ajoute-t-elle encore. Voir les femmes togolaises porter l'opposition n'est pas une chose surprenante. Cet héritage remonte à l'époque coloniale. En janvier 1933, secoués par la grande crise, les commerçants de la capitale de Lomé descendent dans la rue pour protester contre la pression fiscale qu'elles jugent écrasante. Ce sera la première grande manifestation de femmes en Afrique francophone
comme en témoigne Sylvie d'Almeida Ekoué dans son ouvrage La révolte des Loméennes. 8 décennies plus tard, elles sont toujours en tête de cortège. Traditionnel fer de lance de la contestation, les femmes togolaises ont multiplié les actions ces derniers mois afin de se rappeler au bon pouvoir, au bon souvenir du gouvernement. Nous voulons faire entendre notre voix, crier notre ras-le-bol face au malaise social qui secoue le pays, explique encore Madame Amenganvi. Dénonçant l'instrumentalisation de la manipulation des associations féminines par le pouvoir en place et le non-respect de la dignité de la femme. Au nombre de ces initiatives, on compte des marches récurrentes qui voient un cortège rouge de colère envahir les rues de Lomé. Ainsi, les 20 septembre et 20 décembre 2012, plusieurs milliers de Togolaises vêtues de rouge de colère, pas la couleur de la pigmentation mais du vêtement, commerçantes venues du marché, femmes au foyer, ménagères, veuves, mères, filles, ont sillonné la capitale à l'appel du collectif Sauvons le Togo, qui regroupe des organisations de la société civile, associations et partis politiques d'opposition. Si leurs revendications nombreuses sont en premier lieu sociales et économiques, vie chère, précarité, chômage, elles sont aussi motivées par une volonté politique de démocratisation du régime. Depuis les luttes pour l'indépendance, les Togolais sont habitués à s'immiscer dans la vie politique. Leur révolte avait en effet permis l'organisation des premières élections aboutissant à l'élection du premier président du Togo, Sylvanus Olympio, en 1961. Elles entendent bien, cette fois encore, peser sur le processus électoral. Pieuvre qatari. Le Qatar aurait proposé à l'ancien président français Nicolas Sarkozy la direction d'un fonds d'investissement doté de 500 millions d'euros dédié à la réalisation de projets au Maroc, en Espagne et au Brésil, révèle le Financial Times. Au Maroc et en France, l'on tend à croire que les Qataris veulent profiter de la proximité de Sarkozy avec le roi Mohamed VI et le président du conseil de surveillance de Vivendi, Jean-René Fourtou, pour s'adjuger les parts de Vivendi dans Maroc Télécom. Sarkozy, qui rêve d'un autre mandat à l'Élysée, hésite à répondre à la proposition, convaincu que les Français ne lui pardonneraient pas qu'il devienne un salarié du Qatar. Mais en affirmant à l'hebdomerde Valeurs Actuelles que son retour sur la scène politique française passait, je cite, aussi par une crédibilité économique, car les Français ont soif de cela, il faut s'attendre à me voir prendre des initiatives économiques fortes, fermez les guillemets. L'opérateur qatari QTEL veut s'offrir Maroc Télécom pour compléter son tableau de chasse déjà bien fourni au Maghreb, où il est déjà actionnaire majoritaire des opérateurs tunisiens, algériens, tunisiano-N'Djema, de leur nom. Mais les Qataris ne seraient pas les seuls à courtiser Sarkozy. Les Émirats arabes unis ont également approché l'ancien président pour qu'il intervienne en faveur de l'opérateur émirati Etilasat pour la reprise de 50% détenus par Vivendi dans Maroc Télécom. Au Maroc, l'on va même jusqu'à imputer les fréquents voyages de Sarkozy aux Émirats arabes unis à de potentiels contacts avec des fonds d'investissement locaux auxquels l'ancien locataire de l'Élysée ne serait pas insensible. En février dernier, le Canard enchaîné laissait entendre que le président français, François Hollande cette fois, avait demandé à Vivendi de reporter la vente de Maroc Télécom afin que la France puisse garder le contrôle sur les filiales de Vivendi au Mali et dans d'autres pays africains, jusqu'à la fin de l'action militaire menée au Mali. Syrie. Fabius favorable à la livraison d'armes à la coalition syrienne. Des armes doivent être livrées à la branche militaire de la coalition nationale syrienne, sinon Al-Qaïda prendra le dessus, a déclaré dimanche le chef de la diplomatie française, Laurent Fabius, sur la chaîne de télévision publique France 3. C'était donc ce matin. Si on veut arriver à une solution politique en Syrie, dit-il, il faut bouger la situation militaire sur le terrain, il faut que les résistants puissent avoir des armes pour lutter contre les avions qui les mitraillent, les pauvres. C'est la coalition nationale syrienne, dirigée par M. Ahmed Moaz El-Khatib, reconnu par une centaine de pays, qui garantit que la Syrie de demain, toutes les communautés seront respectées.
Et c'est à la branche militaire de cette coalition que ces armes sera livrée. La France, toute cette semaine, s'est prononcée comme la Grande-Bretagne, encore un remake, on croirait voir la Libye, pour une levée de l'embargo européen sur les armes de la Syrie, demandant aux 27 pays membres de l'UE de prendre rapidement une décision en ce sens. On termine par une page culturelle après ces sujets sérieux, cinéma. Le titre du film de Samir Benchik résonne comme un cri de guerre venu des profondeurs de l'Afrique. Sauf que ce cri de guerre est en réalité l'expression d'une farouche rage de vivre un chant d'espoir. Un espoir raconté avec passion par 4 personnages résolus à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Il y a d'abord Tiken Fakoli, le chanteur de reggae ivoirien, star incontestée et idole des couches populaires sur une partie du continent. Sa musique est son arme pour la paix. Devant la caméra de Benchik, on le voit qui s'efforce d'organiser un concert pour la réconciliation en Guinée entre 2 adversaires politiques intraitables, l'actuel président Alpha Condé et l'opposant Cellou Diallo. Les deux se déchirent pour diriger le pays lors de la présidentielle de 2010 et Tiken Fakoli se prend pour Bob Marley comme en 78 à Kingston alors qu'il essaie de réconcilier Manley et Siga. Puis il y a Japson, chanteur de reggae également, sauf que lui, il aimerait connaître le même succès que certains de ses compatriotes comme Alpha Blondy. Mais il galère et ne peut plus voir la misère en peinture. Alors avec l'aide de jeunes amis, dans son quartier d'Abidjan, il se bat pour sortir un disque et encourage tous ceux qu'il croit sur son chemin à ne jamais baisser les bras. Le message semble s'adresser à cette Afrique qu'il dit aimer dans ses chansons, dont l'une d'elles, Sababou, donne le titre au film. Sababou veut dire l'espoir. C'est aussi ce qui motive le 3e personnage du documentaire, Michel, qui est lui encore plus honorable à mon goût, qui est un militant des droits de l'homme. Tous les jours, bénévolement, il se rend à la prison centrale d'Abidjan pour venir en aide aux détenus qui croupissent dans les cellules sans aucun jugement. Enfin, il y a Rosine, une lycéenne qui tente de mobiliser ses camarades et les enseignants sur un décret ministériel interdisant les châtiments corporels à l'école, malgré les railleries et les moqueries de nombreuses personnes. 4 personnages donc, 4 trajectoires, de l'inconnu illustre à la célébrité de la chanson, des personnages qui au fond se ressemblent parce qu'ils sont issus du même univers, des trajectoires qui s'entrecroisent pour ne former qu'un même rêve, celui d'une Afrique déterminée et qui avance, 4 trajectoires qui chantent l'espoir d'un continent qui refuse justement le désespoir. On dit que d'un petit rien, tout peut changer alors que tout semblait perdu, à condition effectivement de prendre notre destinée pleinement dans nos mains. C'est donc Afro Insolent, Black PPDA, à vous l'antenne, Mr. Kémy Seba. Mais c'était du lourd, mon négro, c'était du lourd. Mais oui, mon frère. Comme d'habitude, en réalité, il n'y a pas de souci. Et donc, évidemment, quand on dit négro, pour les littéralistes, c'est une expression que l'on donne, c'est pas une expression, c'est pas un terme que l'on adule ou qu'on adore, c'est comme ça que notre génération parle dehors, ça ne veut pas dire pour autant que négro est un terme dont on est fier, c'est une insulte et en même temps une insulte affective entre nous, mais qu'un bobo blanc, qu'un white liberal essaie de nous appeler négro, et il n'aura pas le temps de voir la couleur de ma main. Ce qui est certain, c'est qu'il aura la couleur de sa joue qui sera bleue. Comprenne qui pourra. Donc j'en profite pour faire, juste avant qu'on continue l'émission, parce que tout à l'heure on avait parlé, j'avais fait justement ce petit parallèle, tracé ce petit parallèle entre la situation, la vision des white liberals, en tout cas la manière dont ils étaient perçus par le milieu black nationaliste et notamment Malcolm X. J'ai là notamment le texte exact que je vais vous lire rapidement. Donc selon Malcolm X, le bobo blanc diffère du conservateur blanc uniquement dans un sens. Le libéral est plus trompeur que le conservateur, le libéral est plus hypocrite que le conservateur. Les deux veulent le pouvoir, mais le libéral blanc est celui qui a perfectionné l'art de se poser en ami des noirs et bienfaiteurs, et en gagnant l'amitié, la fidélité et le soutien des noirs, le bobo blanc est en mesure d'utiliser le nègre comme un pion, un outil dans ce match entre guillemets de football politique qui est constamment en action entre les bobos blancs, les libéraux blancs, les gauchistes blancs, les amis des noirs et les conservateurs blancs. Politiquement, le noir du côté des États-Unis, l'afro descendant du côté des États-Unis n'est rien, mais rien qu'un ballon de football. Et les bobos blancs peuvent contrôler ce ballon mentalement mort
par des tours de passe-passe clairs, fausses promesses d'intégration et des droits civiques. Dans ce jeu rentable qui consiste à tromper, exploiter la politique donc du noir en tant que tel, les bobos blancs, la volonté de coopérer avec les militants ou les activistes, les leaders noirs des droits civiques aux États-Unis. En France, comme je vous l'ai dit, on les appelle les Black Integrationistes ou la noirgeoisie politique. Tôt ou tard, on parlera d'ailleurs très prochainement de ces derniers. Et donc ces leaders se vendent et vendent notre peuple pour quelques miettes de reconnaissance symbolique, comme des postes à la télévision. On trouve ça ici. Voilà, c'est des choses qui sont nécessaires de l'entendre. Et donc ces leaders sont satisfaits des victoires symboliques et des progrès en surface, en façade, alors que même ne sont que des dirigeants symboliques. Ça, c'était Malcolm X qui disait ça dans les années 60, cher ami. Et au retour de son pèlerinage à la Mecque, il disait exactement la même chose par rapport aux libéraux blancs. Donc quand vous entendez des gens qui vous disent l'unité entre tous les noirs, oui, c'est pas grave, ils sont noirs, on veut tous la même chose. Non, on ne veut pas tous la même chose. Je le dis, je le répète, s'il y a une United Front of Sodomites of Black Sodomites et qui m'invite pour aller à la Black Gay Pride, je vais pas y aller parce que simple uniquement c'est les blacks. J'ai pas envie de me faire sodomiser, vous comprenez? Et si l'oligarchie veut nous sodomiser politiquement, je n'ai pas envie d'être inséré, ou du moins de me faire insérer une quenelle cachère de 400, vous comprenez? C'est ma réflexion, ça n'engage que nous. Certains veulent être dans cette réflexion, dans cette direction. Nous, en tout cas, on est dans une démarche claire et nette. On s'allie à ceux qui sont là pour l'indépendance de notre peuple en priorité. Ça, c'est une réalité. Ceux qui veulent que notre peuple puisse se relever, on peut parler avec vous, mais si vous voulez être les paternalistes de notre communauté ou de notre population de manière plus globale, sachez que vous nous trouverez sur votre chemin. C'est notre réalité, c'est notre réflexion. Et si vous voyez ça comme une provocation, sachez qu'en ce qui nous concerne, c'est notre vocation. Voilà, les choses sont dites, énoncées à ce sujet. Est-ce que, oui, Quenelle Caché à Rolfa est morte de rire, mais c'est la réalité. Bien sûr, c'est ce qu'ils essayent de faire. Et il nous donne la sensation que c'est la voie à suivre. Il nous donne la sensation qu'en couchant avec ces oligarques-là, mais tant qu'on peut parler de tout, on peut parler du racisme, oui, c'est méchant, il y a du racisme anti-noir, etc. Mais tant qu'on ne parle pas de ceux qui sont les producteurs, les manipulateurs du racisme, les mêmes qui étaient à la base de la traite des nègres en tant que tels, tant qu'on ne parle pas de ces derniers, tout va bien. Mais à partir du moment où on commence à dénoncer que ceux qui se présentent comme nos alliés sont en réalité ceux qui nous ont le plus aliénés, quelque chose ne va pas et ils essayent de nous enterrer. Ça ne marchera pas avec nous, en tout cas. Sachez-le bien, comme ça c'est dit, comme ça c'est clair. Donc il y a le temps de la chronique. On passe à la chronique de qui? Ah, il arrive. Qu'est-ce qu'on fait, Sabinouche? Alors, on fait quoi? La mater. On met un petit son avant. D'accord, alors le petit son, je demande quel son nous mettons parce que je sais que certains ont proposé encore une fois des sons venus de Koh-Lanta et j'y ai opposé mon veto, donc quel son a été filtré? Je t'écoute. On va mettre Tamia, The Way I Love You. Voilà, vous voyez quand vous voulez, vous pouvez vous adapter à ma demande de discipline musicale, tant mieux, mode oui ou comme dit Olfa, on est d'accord, passe le son, Sabinouche, on revient après en recevant Fred Hampton Jr. Merci.
À point selon, vous voyez, là c'était pas du Koh-Lanta, c'était du Kémy rentre dans le tas avec une artiste profonde, géniale, que j'apprécie énormément et je vous encourage tous à écouter plus que jamais ces chansons. Voilà, les choses sont énoncées dans cette direction. On continue, puisque là apparemment donc Mr. Hampton Jr. a du retard, c'est ça le problème des carrés aussi, hein, souvent du retard, voilà, c'est ce qui explique que malheureusement, enfin bref, on va pas rentrer dans des longues digressions, on va rester dans le physiquement correct, donc en tout cas il est en retard, mais il arrive a priori, comme ça a été annoncé juste avant, ce qu'on a eu avant l'émission normalement, mais on va lancer donc la chronique de quelqu'un qui n'est pas forcément bleu de peau, c'est pas un bobo blanc non plus, c'est quelqu'un qui fait des bobos par contre aux oligarques sur le terrain du survivalisme économique, c'est un ami, c'est un camarade pas noir de peau, un certain Piero San Giorgio, c'est quelqu'un qui est brillant à mon sens et je vous encourage tous à lire ses ouvrages, un courageux résistant suisse, italo-suisse. Comme quoi, hein, même en Suisse, il y a des résistants, je vous le dis, oui, soyez pas surpris, c'est pour ça qu'ils ont essayé de m'interdire là-bas quand j'y suis allé, vous-même, vous le savez. Et donc, je vous propose d'écouter sa réflexion pour Afro Insolent Géopolitique, et on revient pour la suite de l'émission, de ce programme où vous pouvez trouver des vérités avec ces vérités, c'est chez nous, c'est pas sur Africa numéro 1, c'est pas sur Radio FG, c'est pas sur RFI et compagnie, vous-même, vous le savez, mes chers frères et les chères filles. À tout de suite, c'est parti, on y va. Ici Piero San Giorgio pour Afro Insolent. Eh bien, beaucoup d'entre vous, vous le savez, si vous m'avez écouté, je donne le conseil à tout le monde d'acheter de l'or physique et de l'argent physique pour préserver votre patrimoine. Alors, pour ceux qui l'ont fait, tout d'abord, je tiens à vous dire bravo, mais beaucoup peut-être ont remarqué, ou peut-être me l'ont fait savoir, que l'or et l'argent n'ont pas augmenté pendant toute l'année dernière, pendant tout 2012, jusqu'à maintenant. Essentiellement, nous avons vu le prix de l'or, le prix de l'argent métal rester stable, stagner comme cours. Voilà. Et donc, ce serait intéressant d'expliquer le pourquoi et que je vous explique pourquoi ça reste un très très bon endroit pour préserver votre argent. Alors, vos économies. Alors, tout d'abord, il faut bien rappeler que acheter de l'or ou acheter de l'argent physique, ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas quelque chose que vous allez acheter en espérant que ça va monter. Acheter de l'or ou acheter de l'argent, ça ne va pas vous rendre plus riche. En revanche, à quoi ça sert à protéger votre épargne, à protéger en fait votre pouvoir d'achat. C'est-à-dire que ce que vous allez pouvoir acheter avec l'or ou avec l'argent va toujours rester en tout cas au minimum le même. Il se peut même que ça monte. Mais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'argent et l'or, ce sont des monnaies. Parce qu'elles n'ont aucun rendement. C'est-à-dire que lorsque vous achetez 100 grammes d'or, ce 100 grammes d'or ne vous rapporte rien. Il ne vous rapporte pas 1 gramme d'or supplémentaire tous les ans. Donc ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas comme si vous investissez dans une entreprise en achetant des actions, en espérant que cette entreprise aille bien et que donc elle vous rende un petit peu plus sur votre action parce que l'entreprise a grandi, parce qu'elle va mieux, etc. Ce n'est pas comme un investissement dans une maison en espérant qu'il y ait de plus en plus de gens qui veulent l'acheter et donc que les prix montent. L'or, comme l'argent, c'est une monnaie, c'est-à-dire que leur prix ne fluctue, ne varie que par rapport à d'autres monnaies dans lesquelles il est exprimé, par exemple l'euro ou par exemple le dollar. Mais en fait, lorsque vous voyez l'or monter ou descendre, ce que ça veut vraiment dire, c'est que la monnaie dans laquelle il est exprimé, c'est-à-dire donc l'euro ou le dollar, en fait, baisse ou monte respectivement. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous gardez votre argent sur votre compte épargne, parce qu'un jour vous espérez soit le dépenser pour acheter quelque chose ou pour vivre avec parce que vous repartez dans votre pays ou vous êtes à la retraite et que vous avez besoin d'argent, eh bien, vous allez vendre vos euros, vous allez vendre vous allez échanger ces euros, ces dollars, etc., contre des biens, de la nourriture, acheter une maison, etc., etc. Le problème, c'est que ce que l'on voit aujourd'hui dans le marché, c'est que comme les banques centrales, et ça aussi je vous l'ai expliqué, eh bien, elles impriment de plus en plus d'argent pour payer leurs dettes. En fait, comme il y a de plus en plus d'argent, cet argent est de moins en moins rare, et donc, comme toute chose qui n'est pas rare, elle vaut de moins en moins. Et donc, cet argent vaut de moins en moins. Or, si je puis dire, si vous avez
au contraire garder uniquement un minimum d'argent sur vos comptes et aller dans un endroit spécialisé, il y a énormément d'endroits où vous pouvez acheter de l'or, et donc acheter de l'or ou de l'argent physique, eh bien cet argent et cet or physique, il va pouvoir continuer à acheter les mêmes choses. D'ailleurs, vous l'avez tous remarqué que dans les supermarchés, le prix la plupart des aliments, il ne fait qu'augmenter. Et donc, c'est une manière cachée de vous faire perdre votre pouvoir d'achat, et ça s'appelle l'inflation. Alors, pourquoi est-ce que l'or et l'argent n'ont pas augmenté alors qu'ils auraient dû augmenter, puisque on voit que les banques centrales et sur la Banque fédérale américaine, par exemple, elles n'arrêtent pas d'imprimer de l'argent de plus en plus, et ce de manière massive. On parle de trilliards de dollars tous les ans maintenant. Donc, pourquoi ça n'a pas monté? Eh bien, ce qui est intéressant, c'est que, il faut dire un autre élément important, c'est que l'or, c'est aussi le symbole de la confiance qu'ont les gens et les marchés financiers dans le système. Plus l'or monte, en fait, donc, comme vous l'avez compris, ça veut dire plus les autres monnaies baissent. Et donc, ça veut dire qu'on fait moins confiance dans ces monnaies, et donc on fait moins confiance dans le système qui les produit, c'est-à-dire les banques centrales, et donc ça veut dire les gouvernements, et enfin, ça veut dire les économies dans lesquelles ces gouvernements existent. Donc plus l'or monte, plus c'est un symptôme, plus c'est un signe que la population, les marchés ne font plus confiance dans cette économie. Et donc, c'est terrible pour cette économie, pour ces gouvernements, pour ces gens puissants, de voir l'or monter, parce que ça montre que la population n'a plus confiance en eux. Et ça amène toutes sortes de conséquences, vous l'imaginez bien. Alors, depuis, malgré la montée spectaculaire de l'or et de l'argent ces 10 dernières années, il y a de manière ponctuelle, de temps en temps, des offensives, des véritables guerres qui sont lancées par les gouvernements centraux, par les gouvernements via leur banque centrale, pour tenir les coûts les plus bas possibles, notamment pendant qu'ils font leur petite magouille dans leur coin, et en ce moment, c'est essentiellement imprimer de l'argent et finalement appauvrir la population pour pouvoir payer les banques et les banquiers et les propriétaires de ces banques. Et vous savez, toujours les mêmes. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on voit depuis 18 mois, depuis à peu près 1 an et demi, des offensives très pointues, très régulières. Lorsqu'on le regarde très dans le détail, on voit que parfois, en quelques millisecondes, il y a des ordres de vente massives qui sont faites par certaines banques pour tirer le cours vers le bas et créer des mini-mouvements de panique pour que les gens, et quand je parle des gens, c'est surtout évidemment des comptes en banque, ce sont des gens qui ont des comptes en banque, ce sont des très très gros montants, ce sont des milliards de dollars ou des milliards d'euros, eh bien pour que ces cours baissent. Et ça crée sur une année et demie, une tendance plutôt baissière, mais qui compense le fait que de plus en plus de gens n'ont plus confiance et achètent de l'or. Donc on voit que les cours, ils fluctuent, plus 10%, moins 10%, plus 10%, moins 10%. Alors si vous avez le cœur serré, vous pouvez acheter quand c'est bas et vendre quand c'est haut. Mais enfin, moi je ne le conseille pas parce qu'il faut être un professionnel pour le faire, etc. En revanche, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'il y a une guerre pour votre cerveau, pour votre confiance, pour votre motivation à croire dans le système qui est pourri et qui va s'effondrer. Pour moi, c'est évident. Et donc, tous les moyens sont bons, y compris les manipulations des cours. Mais c'est pas grave. À la fin, profitez que les cours n'ont pas explosé pour encore pouvoir accumuler avec votre épargne, acheter de l'or, acheter de l'argent. Et puis, bien sûr, le meilleur ensuite, utiliser cette réserve, cette manière de préserver votre pouvoir d'achat pour ensuite faire ce que vous voulez. Acheter de l'or, acheter de l'argent, à long terme, ça ne sert à rien, personne n'est enterré avec et personne ne le mange. Donc à la fin, c'est peut-être soit parce que vous voulez le donner à vos enfants ou vos petits-enfants, soit parce que vous avez un projet, la création d'une entreprise, un projet super intéressant quelque part dans le monde, etc. Et c'est là où vous allez pouvoir l'utiliser, l'investir, etc. L'argent, ce n'est que, vous savez, les biens matériels ne sont qu'un moyen dans ce monde. L'important, c'est de faire quelque chose d'utile pour ses enfants, pour sa famille, pour éventuellement son pays, pour son peuple, etc. Moi, ça, j'y crois. Donc, profitez de cette momentanée, en tout cas stagnation pendant une année de l'or et de l'argent métal. Notez que si vous voulez acheter de l'or ou de l'argent physique, donc c'est ce qu'il faut faire, il est plus cher que le cours que vous voyez en bourse ou sur les marchés. Et ça, c'est parce que une fois qu'on l'achète en vrai,
ça, c'est de l'or et de l'argent qui sort du système financier, et dans le système financier, il y a également un levier comme celui pour l'argent qui est dans les banques. Ça, c'est une longue histoire à expliquer. Mais enfin, la valeur n'est pas la même. Donc là aussi, on voit qu'il y a une arnaque, c'est que les cours sont plus bas que dans la réalité physique. Et quand on veut vraiment avoir quelque chose, il faut payer le prix. Et tout ça pour dire que cette stratégie des banques centrales et des gouvernements de tenir l'or vers le bas pour donner l'illusion de la confiance dans leur système, elle va pas pouvoir durer à l'infini parce que ça commence à se voir que l'inflation arrive, ça commence à se voir que leur système ne tient pas, ça commence à se voir qu'il n'y a pas de croissance économique, en tout cas en Europe et aux États-Unis. Et donc c'est inévitable que très tôt ou tard, les gros investisseurs, les très gros, ceux qui ont des dizaines, des centaines de milliards de dollars sous investissement, eh bien eux, ils vont se tourner vers l'or parce qu'eux aussi, ils ont besoin de sauvegarder leur pognon et leur fortune. Et donc, à ce moment-là, on va vraiment voir l'or et l'argent en fait s'apprécier toujours par rapport aux monnaies dans lesquelles il est exprimé, c'est-à-dire l'euro, le dollar, etc. Et on commence à voir aussi la Chine, notamment, ou les pays qui se développent, qui ont des économies qui, elles, sont en croissance, qui, malines, eh bien, elles font ce qu'elles doivent faire, c'est-à-dire compenser leur augmentation de richesse par de l'achat d'or pour avoir une monnaie, parce qu'encore une fois, l'or, c'est une monnaie, qui puisse être le contrepoids de leur croissance économique et non pas avoir du dollar ou de l'euro qui, à terme, vont perdre de la valeur et arriver à quelque chose qui vaudra comme du papier toilette, rien. Donc, mes chers amis qui nous écoutez, moi, je vous encourage à continuer à acheter de l'or et de l'argent. Faites comme vous pouvez, ne vous ruinez pas, surtout jamais vous endettez. Achetez avec ce que vous pouvez, avec votre épargne. S'il vous reste 1000 euros sur votre compte parce que vous savez pas quoi en faire, parce qu'à la fin du mois, vous économisez, 100 euros par mois, etc., eh bien, pourquoi pas prendre 800 ou 700 euros sur ces 1000 euros pour acheter des tout petits lingots, des pièces qui sont facilement revendables si vous devez même voyager, ou etc. Il y a énormément d'endroits pour faire ça. Enfin, moi, je le conseille, je le fais pour moi. Chaque mois, quand il me reste quelques centaines d'euros, j'essaye d'en prendre le maximum. Moi, je vous avoue, je fais 100%. Mais enfin, faites ce qui est raisonnable pour vous. Et à mon avis, c'est le moyen, encore une fois, de préserver votre épargne. Ce n'est pas un investissement. Vous n'allez pas devenir riche en faisant ça, mais vous avez évité de devenir pauvre. C'était pour Afro Insolent, Piero San Giorgio. À bientôt. Insolent, allez, on rentre dans le starting block, c'est la fin de l'émission et on a enfin donc Mr. Fred Hampton Jr. qui est présent. On va essayer de faire dans le Sapien. Soura, s'il te plaît, introduis et présente-nous l'invité pour ceux qui ne le connaissent pas. Voilà, pour ceux qui sont uniquement de la génération Chris Brown et Rihanna, sachant qu'il y a d'autres choses évidemment à énoncer sur toute notre culture. Ça va beaucoup plus loin que cela. Vas-y, à toi de jouer. Ouais, bien sûr. Bon, introduire, je pense que le meilleur, ce serait qu'il le fasse lui-même. En tout cas, ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que Fred Hampton Jr., comme son nom l'indique, est le fils de Fred Hampton Sr., qui était le chairman du Black Panther Party à Chicago précisément. Son père a évidemment été assassiné par la police de Chicago en 69, si je ne me trompe pas, 4 décembre 69. Alors qu'il était dans sa maison avec Mark Clark, qui était un de ses accompagnants, sa femme de l'époque, effectivement, et qui était enceinte justement de Fred Hampton Jr., l'homme à qui on parle aujourd'hui. Il est aujourd'hui organisateur pour la cause des prisonniers politiques aux États-Unis. Il est président d'une organisation qui s'appelle le POCC, dont on va parler tout à l'heure. Et il est surtout activiste et militant, qui est selon moi l'un des plus efficaces aux États-Unis, en tout cas, content de le recevoir. So, brother, how are you doing? I'm good. How are you, brother? We're doing all well. It's an honor, evidently, to have you. I was saying in French, because I'm sure you do not understand French, unless you do. No, unfortunately, I do not. You do not, no problem. I was saying to our people and to our audience, because as you know, we got an audience of French-speaking people from Africa, France, from even South America and the Caribbean. All of them are listening to you today, and I was introducing yourself and telling them who you are. But I think you're the best one to tell us. Can you tell us who you are, sir? Well, first and foremost, I would like to, say in the spirit of Marcus Garvey, to wherever our people are colonized, that one struggle, one people.
I am I'm Chairman Fred Hampton Jr., the son of Chairman Fred Hampton, and also of Court Jerry, who was the Illinois chapter chairman of the Black Panther Party, who he was assassinated along with Defense Secretary Mark Clark, December 4th, 1969. I am a freedom fighter. I'm presently I'm the chairman of an organization that is known as the Black Panther Party Cubs, the ideological Cubs of the Black Panther Party. Donc moi je me présente dans l'esprit et dans la lignée de Marcus Garvey. Je salue tout mon peuple partout où il se trouve, car je pars du principe que nous menons le même combat et que nous sommes le même peuple. Je suis donc le fils de Fred Hampton Senior. Mon nom est Fred Hampton Jr. Mon père était le président du parti, du moins le responsable de la branche de Chicago des Black Panthers, qui a été assassiné donc avec Mark Clark le 4 décembre 1969. Je suis un combattant de la liberté, je suis un activiste et je suis le président d'une organisation qui est le Black Panther Cubs, qui voudrait dire les rejetons et les fils des Black Panthers, donc dans le sens propre comme dans le sens figuré du terme. So, thank you so much for your introduction. Frère Kémy, je voudrais savoir si tu as quelques questions à lui poser auparavant. Vas-y, avant que je commence continue l'interview, tu lui passes la paix de ma part, mais bon, rapidement. Continue l'interview et à la fin, je lui poserai juste une question sur les white liberals. Ça m'intéresse beaucoup, même si je connais les réponses, mais qu'il puisse exposer sa réflexion à ce sujet, dans leur tentative d'infiltration du black nationalisme, etc., et de la lutte pour le droit des nôtres, le droit à l'autodétermination et tout ce qui s'ensuit. Vas-y, fais l'interview PPDA et après on continue. C'est parti. Ça marche. So you were just hearing Brother Kemi Seba, who is the leader of the organization. I introduced you on the email. He's just passing you his greetings, and he will be asking you a question at the end of our interview. A question that he will be asking you at the end of the interview. So in the meantime, we can carry on our own interview that I'm going to lead and conduct, if you don't mind. Brother, can you tell us about the struggle and the work you're doing with the Black Panther Cubs and the POCC? Yes. It is an international organization. In fact, we've taken on the campaigns. In fact, one of our largest chapters is based in Brazil, in which we've challenged a lot of the issues that our people are subjected to in the favelas, as well as the quilombos. I've been fortunate to do coalition work in France with such organizations as the International Committee to Free Mumia Abu Jamal. Indeed. The long-held political prisoner. Much of what we do, we deal with the demanding for the release of political prisoners. Also, what we refer to addressing as the police terrorism. We do not call it police brutality, and the police terrorism, and much of the some of the same issues that the Black Panther Party was addressing during the era of the Black Power movement of the 1960s. Understood. Okay. So, la question que je posais aux frères, c'est quel était le travail et comment s'exprimait justement son activité et l'activisme à travers ces deux organisations qui sont donc le Black Panther Cubs, les rejetons, les fils des Black Panthers, et le POCC. Le POCC, c'est donc une organisation qui s'appelle the Prison of Conscious Committee. Il me racontait donc simplement que c'était donc une organisation qui était internationale, que l'une de leurs branches la plus grande se trouve au Brésil d'ailleurs, où justement il s'occupe directement de gérer des problèmes et des problématiques qui concernent nos frères brésiliens, d'accord? Comme vous savez, l'endroit où il y a le plus de noirs après l'Afrique, c'est le Brésil. Donc, et il a eu aussi l'occasion, effectivement, de venir en France pour se faire entendre, par rapport au combat de Mumia Abu Jamal, qui est l'un de nos prisonniers politiques trop longtemps détenu.
Et de manière générale, son organisation aussi travaille pour la libération de nombreux prisonniers politiques aux États-Unis, et ainsi qu'effectivement un travail qui sert aussi à dénoncer la brutalité policière aux États-Unis, qui est selon eux pas de la brutalité policière, mais du terrorisme policier, d'accord? Donc c'est toutes ces problématiques et tous ces enjeux aussi importants dont il s'occupe avec son organisation, qui sont les mêmes enjeux que les Black Panthers des années 60 s'occupaient. So thank you, brother, for your answer. You were talking about police terrorism. Okay, you from Chicago, Yes. which is a place of a high violence among our people directly. Can you at the same time dwell on the issue of police brutality? Few days ago, another one of our brothers has been killed by the popo. Correct me if I'm wrong. His name was Kimani or something like that. May he rest in peace. Can you tell us about police terrorism, and at the same time, can you tell us about the atmosphere in Chicago right now, which is a real genocide in the young people going on? Yes. Well, I'm glad. First, the case of Kimani, the young brother in New York, who was murdered by the police, and you've seen rebellions, and I'm not riots, but rebellions happen in response, and the people who were response to the killing of the young brother Kimani in New York, and it is a testimony that the masses of people are not continuously being duped by the Reverend Sharptons and the other mouthpieces of the system who are used to keep our people docile. And we deal with in Chicago. There's a lot of propaganda being put out by the system that there's this, that our people are just killing each other. But there is so much of the unseen hand or the third column or the COINTELPRO tactics that are happening within Chicago and throughout our communities, where the state is taking away authentic, real leadership from the streets, as well as similar to that of Iraq and throughout Africa, and they're replacing it, the quote the leadership with puppets and the government. The state is creating these crimes, literally creating these crimes. We've so many agent provocateurs and informants who are sent in our communities to create, to engage in criminal activities to justify bringing in more police and martial law. And the deal is just as that of the history of chattel slavery. This system was birthed, and it continues to breed of our people either going to the slave ships and being buried in the Atlantic Ocean, to today being going to the modern day concentration camps, the prisons, and to the graveyard. So, and we are continuously fighting to expose to our people that the main purveyor of violence, the front line of violence in our community is that of the police, which is nothing less than an occupying army, whether it be in Chicago, Detroit, France, Africa, Iraq, or anywhere in the world. Thank you. Okay, that's a real answer. Donc la question que j'ai posée aux frères pour vous la traduire, c'est que je lui demandais simplement est-ce qu'il pouvait justement nous éclairer et nous raconter un peu plus ce qui se passait aux États-Unis. Dans un premier temps, ce qui s'est passé très récemment, à savoir la mise à mort, parce que c'était une mise à mort d'un jeune frère qui s'appelle Kimani à New York. Vous n'êtes pas sans savoir que la police aux États-Unis abat très régulièrement des jeunes noirs non armés pour la plupart du temps, tant qu'à faire. Donc je lui demandais de nous parler de ça. Et dans un deuxième temps, je lui demandais aussi de nous parler de la situation en ce moment à Chicago, parce que d'où est-ce que nous sommes à travers différentes informations, différents canaux. On a des informations comme quoi qu'il y aurait une véritable guerre des gangs à Chicago qui ferait des centaines et du moins des dizaines de morts dans la jeunesse noire américaine présente. Et le frère me répondait tout simplement que déjà dans un premier temps tout ce qui se passe, ne serait-ce qu'à travers le jeune frère Kimani à New York, tout ceci sert de témoignage pour montrer que
toute la réaction de la population justement pour défendre la mémoire et la justice pour ce jeune Kimani, tout ça sert de témoignage et d'exemple pour montrer que l'énorme masse de la population n'est pas trompée par des manipulateurs comme le révérend Al Sharpton, qui sont rien d'autre que des agents du système qui sont là pour tromper le peuple. Donc le fait est que le peuple lui-même et que la communauté elle-même défendent justement cette situation montre qu'ils ne sont pas trompés par des personnes comme Al Sharpton. Et dans un deuxième temps, il me racontait par rapport à Chicago qu'une bonne partie de ce qui se passe effectivement et de ce qui est relié à travers les médias ou à travers les informations sont de la pure propagande, d'accord ? Qu'effectivement cette violence à Chicago existe, mais que cette violence est créée de toutes pièces, par des agents provocateurs, par des infiltrés, dont le rôle est de créer une activité criminelle pour permettre à la police d'occuper l'espace, cette police qui est rien d'autre qu'une armée d'occupation qui est la même armée qu'elle soit à Chicago, à Détroit, en France ou ailleurs. C'est ce contre quoi ils se battent. Toute cette provocation et toute cette propagande et toute cette violence qui est institutionnalisée est la même type de violence qu'on a pu retrouver à travers l'esclavage. Pour lui, pareil que le système carcéral également, le système carcéral aux États-Unis, qui est selon lui rien d'autre que des camps de concentration modernes, et il appelle chacun d'entre nous à prendre conscience de tout ça. Okay, brother, thank you so much for your answer. Let me pass the microphone to the brother Kemi Seba. He's going to ask you a question in French, certainly, and I'm going to make the translation. Kemi, tu es là, mon frère? Ouais, je suis là, très simplement et très rapidement, parce que le temps avance, donc on ne peut pas rester 10 ans, mais j'aimerais que le frère nous donne sa réflexion, sa vision sur la tentative passée et présente, qui existe, que ce soit aux États-Unis, mais en réalité aussi ailleurs, qui a existé auprès des Panthers originels dans lesquels son père était, même s'il a été malheureusement abattu par le destin et surtout par l'oligarchie trop tôt, évidemment. Enfin, il n'est jamais trop tôt, le mieux c'est de ne jamais être abattu, mais bon voilà, c'est quand on est dangereux, comme ça a été le cas de son aîné, c'est comme ça qu'ils combattent, il le sait mieux que nous, mais quel est son regard sur la tentative d'infiltration des white liberals et des tentatives d'alliance avec le militantisme noir? Était-il plus de la tendance, en tout cas le frère Hampton Jr., se reconnaît-il plus dans la tendance de Stokely Carmichael qui était dans une démarche de séparation à la fin avec ses libéraux blancs, ou alors de certains Panthers qui ne voyaient pas de mal, certains Panthers, les moins dangereux qui ont évidemment été ceux qui n'ont pas été abattus, pas de mal aux alliances justement avec ces libéraux blancs qui au final ont fini par les entuber, comme tout le monde le sait. Quel est son regard sur cette réalité-là? Synthétise la question et après on conclura l'émission. Vas-y. Très bien, très bien. My brother, Kemi Seba is asking you a question on what is your view on the people we call the white liberals, okay? The white liberals from the past, back in the days in the 60s, and the liberals from the present day. And you are looking certainly, what is your take on that? And exactly what do you think, even in the past of the Panthers, people like Stokely Carmichael were against the alliance with the white liberals, and some people among the Panthers were more keen to make an alliance. Can you make us an answer, not only for the past, but even for today? What do you think on that? Yes, good, excellent question. Excellent question. In fact, we're dealing with some. I was struggling with some people recently about the whole the question of the question of liberals and liberalism in general. My answer is not in absolute. If we are able to deal with them on our terms, again, our terms. I say our terms, recognizing the fact of Africans, black African people, right for self-determination. Again, self-determination. And we have seen in so many instances, in so many cases, where there's a front, there's a facade that there's this great coalition that we come together, and the white liberals attempt to hijack or be leadership for our causes. So if it is not able to work in that capacity of respecting black folks' leaderships, in fact, Chairman Fred, my father, was coined the term that said we pay the cost to be the boss.
In other words, when he organized the Rainbow Coalition, it was under the conditions of understanding that African people who are on the front burner, who are who this system was born of exploiting and kidnapping, and must understand that other, regardless of how so-called of a goodwill or good intention someone else comes with, that we must be able to speak for ourselves and represent our own interests. If that is not the case, we say no coalitions. In fact, no so-called working relationship. In fact, one of our mantras or statements with our organization is, with the POCC, the BPPC is, Black Panther Party Cubs is, no respect, no rap. In other words, if the respect of the vanguard is not there can't be no dialogue. So that is a mandatory condition to come with, forming any sort of coalition. Ok. Thorough answer. Donc le frère, pour répondre donc à ta question, Kémy, il disait simplement que, comme vous l'avez tous compris, que c'était une excellente question, subtile, hein. La réponse est tout aussi subtile, dans le sens où justement, encore récemment, c'était un sujet par lequel il était préoccupé, lui et ses différentes organisations. Il dira simplement comme réponse qu'il ne donnera pas une réponse absolue, d'accord, que la première des choses qu'il faut reconnaître, nous, en tant que Noirs, c'est même les White Liberals, la première des choses qu'ils doivent reconnaître, c'est notre droit à l'autodétermination, d'accord, qu'il est hors de question de se laisser prendre en otage ou de se conformer à une façade par un leadership de White Liberals, d'accord. Première partie de la réponse. Deuxième partie de la réponse, il dira lui-même que son propre père qui avait créé une coalition qui s'appelait The Rainbow Coalition, lui-même a été prise dans cet enjeu simplement. Et il rappelle que simplement, à partir du moment tant qu'on part pas du postulat, ou on part pas du prédicat, ce serait le terme plus exact, que la communauté noire a le droit total à l'autodétermination et que ce système lui-même est né de l'exploitation et de l'asservissement du noir, à partir du moment que cela n'est pas reconnu par les White Liberals et que le droit à une autodétermination pleine et entière n'est pas reconnu, qu'il est hors de question de reconnaître que ce soit des bonnes intentions ou des intentions de coalition par qui que ce soit. D'ailleurs, dans son organisation, l'un des slogans qu'ils ont par rapport justement à la coalition avec les White Liberals, c'est No Respect, No Rape. Rape, R-E-P plutôt, No Rape. Ce qui veut dire simplement, si tu ne respectes pas notre idéologie, il est hors de question que nous nous associons, pour le dire en français. Voilà sa réponse qui est pleine et entière. On va conclure donc cette interview. So, brother, it was our last question. Unless you want to add something very short, if you can, we're going to conclude. Go ahead. Yes. I just wanted to say I'm appreciative. I thank you for giving me the opportunity. And it is so important that we be able to connect. We respect no colonial borders. We refuse to ever again let language, water, land, or chains or shackles divide us. We say again, in the spirit of Garvey, one struggle, one people. The POCC Black Panther Party Cubs is the organization that is carrying the legacy of the Black Panther Party. We say it is a tough act to follow, but we try our best. Again, we say one of our slogans is "Free 'em all." We say all power to the people. Free 'em all. Thank you so much, brother. Thank you so much. I'm going to make the translation. And then we will salute you. Donc, pour conclure, il disait que dans l'esprit, encore une fois, de Marcus Garvey, il nous remercie déjà dans un premier temps pour l'invitation et qu'il a apprécié, qu'il est hyper important que nous fassions des connexions. Il est super important que nous fassions des connexions, que nous restions connectés entre nous, que nous ne reconnaissons aucune frontière coloniale, ni les eaux qui nous séparent, ni les chaînes, ni les langues qui nous divisent. D'accord? Que, encore une fois, un peuple, un combat. Et encore une fois, à travers son organisation, ces deux organisations que je vous invite à aller voir, qui sont le POCC et le BPCC, Black Panther Cubs and Prison of Conscious Committee, et que leur slogan c'est
free them all. Qu'ils soient tous libérés, ces prisonniers politiques. Thank you again, sir. Thank you so much. I know in which condition this interview was made, so I'm very thankful. Thank you so much, sir. Thank you. You can't give out my blog spot also. In closing, Chairman Fred Jr.blogspot.com. And look for a powerful piece of propaganda we're working on. In honor of the life of Chairman Fred, which I know you're probably familiar with Mos Def, the artist Mos Def. Lady of Rage. We're going to move on this. Look for that to be coming also. Okay, can you give the name of your blog again? I didn't heard you well. www.chairmanfredjr.blogspot.com. Okay. chairmanfredjr.blogspot.com. Ok, donc c'est www.chairman, C-H-A-I-R-M-A-N, Fred Jr.blogspot, les frères, vous avez bien entendu ça. Again, thank you so much. We stay connected, emails and calls. I'll be ringing you and sending you an email, brother. Thank you so much again. Thank you. Have a good one. Alors. Kémy, à toi. Ok. Voilà, mon Dieu, je suis en train de me rendre compte qu'il y a 2 chroniques qu'on n'a pas passées. On remercie infiniment donc le frère pour son intervention. Comment fait-on par rapport à Olfoufouche et Manjap? Le temps avance. Qu'est-ce qu'on fait Sabinouche, urgence. Docteur Sabinouche est appelé à l'antenne. Il est 5h30, donc c'est comme vous le sentez, hein. Soit on c'était pas nécessaire de dire que c'était en différé, prix Nobel de biochimie que tu es, mais c'est pas grave. Peu importe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? D'accord, donc on passe la semaine prochaine, tranquille. Hein, je pense que c'est mieux de faire ça comme ça, Sabinouche. Hein, Manjap, il est fâché, Olfouche, elle est fâchée. Vous savez quoi? Vous savez ce qu'on va faire la semaine prochaine? Regarde, mets-moi Olfa et Manjap à l'antenne, la famille. Je suis fâché. Hein. Il est fâché, bon vas-y, regarde, Sabrina, c'est ce qu'on va faire. T'as pas un son de la compagnie créole, là on passe ça vite fait, tranquille, vas-y. Pour se faire pardonner, hein? Qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi? Non, c'est parfait, mon frère, c'est parfait. On va faire là, là il y a une super interview du frère, il faut rester là-dessus. Et je préserve Robert Mugabe à nos frères et sœurs la semaine prochaine, t'inquiète pas, mon frère. Parce qu'il faut savoir une chose, hein, c'est que Manjap a un fan club, d'accord, un fan club de camères enragées. Donc si Manjap ne passe pas, il y en a qui vont nous tirer dessus. Donc je vous le dis, Manjap passera en début d'émission la semaine prochaine. Et Olfoufouche a aussi ses admirateurs qui lui envoient des roses en DHL, n'est-ce pas, hein? Et ces derniers, sachez-le, Kolfa sera présente aussi, si Dieu le permet, la semaine prochaine, il n'y a pas de souci. On est d'accord, Olfoufouche ou pas? On est d'accord, il n'y a pas de souci. De toute façon, j'étais pas fâchée. Bien au contraire, c'est normal. Un invité comme lui, il peut prendre le temps qu'il veut, hein, vraiment. Normalement, il n'a pas à prendre ton temps. C'est nous les responsables. On s'en excuse, évidemment, la famille, il n'y a pas de souci. Et donc, comme vous l'avez deviné, l'émission, c'est notre parade. Hein. Mais bon, on va pas rentrer dans les détails. Mais non, vous remarquerez qu'il n'y a plus de coupure, qu'on prenne qui pourra. On est assez intelligent pour mettre des quenelles de 750 à ceux qui nous cassent les coronets. Là aussi, évidemment, ceux qui doivent être dotés de raison le sauront. On balance donc le jingle et je vous le dis simplement, la famille, c'est le retour des afro-dissidents. La semaine prochaine, ce sera un programme tout aussi sapient. Soussou, on te remercie pour cette profonde intervention. Les autres pour l'émission. Si vous avez un message à faire passer, allez-y, la famille, après on balance le jingle et on se bat. Alors. Au tep, c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, ça marche. Manjap, quelque chose à dire? Au tep à tous les frères et sœurs et auditeurs et à la semaine prochaine. Bon, tant que tu parles pas en bamoun ou bamileke, tout va bien. Allez, ensuite, Olfa, vas-y, qu'est-ce que t'as à dire pour finir? Bonne fin d'après-midi, au tep, salam, à la semaine prochaine. On t'a joué pour Afro Insolent, voilà, et Sabrina, tant que tu me parles pas en berbère ou en algérien, tout va bien. Sinon, je rigole. Elle va me tirer dessus, Sabrina. Allô, Sabinouche, qu'est-ce que t'as à dire pour terminer?
Oui, je suis là. Je vais parler dans la langue coloniale, donc je vais dire Salem et Otep à tout le monde et à jeudi prochain. Voilà, tout le monde est là. Et moi, je vous dis, je vous parle donc dans le dialecte ou dans la langue de mes darons. On dit oh là-bas la famille, oh là-bas, au revoir mes frères et sœurs, on se retrouve la semaine prochaine, on va briser des dents encore longtemps, comprenne qui pourra les enfants, et je vous le dis, le pire est à venir, et notre pire à nous, c'est pas celui des indigènes de la République, comprenne qui devra, à plus tard, salam, shalom pour les oligarques radiophoniques, chasse à l'homme pour ces derniers, on est debout la famille, vous le savez, c'est pour ça que nul ne pourra nous décimer. Bonne fin de journée, à plus tard. Balance le générique, quoi. Je reste insolent, nombre ou en solo. Comme la mort sur la vie, j'aurai toujours le dernier mot. Si tu me dis oui, je te dirai non avec le sourire. Si tu veux que je baisse les yeux, tu peux toujours courir, plutôt mourir de ma dignité. Les vautours pourront se nourrir. J'ai l'assurance de Malcolm, le charisme de Khalid, la persuasion de Kémy, ceux qui le savent le valident. Je te regarde droit dans les yeux si tu me fais des travers. Toujours prêt pour un pas de fer, j'ai déjà mon coude sur la table. Une chose à ne pas faire, tout ce dont je suis capable. Je suis le seul parmi des milliards. Je suis